Chaque année, des millions d'enfants l'attendent avec impatience. Il se déplace dans le ciel sur son traîneau magique tiré par des rennes dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il passe par la cheminée malgré son gros ventre pour distribuer des friandises dans les chaussettes et déposer des cadeaux sous le sapin. Mais vous savez de qui je parle, puisque vous aussi vous connaissez cette histoire que vous avez entendue de nombreuses fois et vous avez sûrement été déçus un jour d'apprendre que le Père Noël n'était pas celui que vous croyez. L'histoire du Père Noël, vous, moi et beaucoup d'autres gens dans le monde l'avons en commun. C'est une tradition qui se perpétue et c'est aujourd'hui qu'on va en parler. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo histoire, mythe, un petit peu d'histoire de l'art parce qu'il en faut sur cette chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Pour vous parler de l'histoire du Père Noël, il faut d'abord que je vous raconte celle de Saint Nicolas. Saint Nicolas, c'était un évêque qui a vécu au VIe siècle dans la ville de Mir, c'est-à-dire dans l'actuelle Turquie. La légende de Saint Nicolas dit qu'il aurait ressuscité 3 enfants qui auraient été tués par un boucher. C'est peut-être une histoire que vous avez déjà entendue parce qu'il y a une comptine qui parle de cette histoire. C'est les vieilles comptines qui n'étaient pas toujours très joyeuses, mais voilà, peut-être que vous connaissez. Une autre histoire qui lui est associée, qui est un peu moins connue, mais qui est représentée notamment dans l'art de la Renaissance, c'est l'histoire de Saint Nicolas qui vient déposer pendant la nuit des bourses à un père de famille qui a 3 filles et qui ne peut pas leur donner de dot, qui ne peut pas les faire marier parce qu'il n'a pas assez d'argent, et donc Saint Nicolas vient sauver la situation. Après la mort de l'évêque Nicolas, il est assez vite canonisé, donc il devient Saint Nicolas, et assez vite des miracles surviennent à côté de sa tombe, ce qui forcément augmente sa légende. Il y aurait donc une source d'eau qui serait jaillie d'à côté de sa tête et une source d'huile d'à côté de ses pieds, et ces deux liquides guériraient les malades de l'époque. Il y a tellement de légendes autour que les os sont volés et dispersés un petit peu dans l'Europe. Un autre miracle, c'est que pendant la période iconoclaste, où les images étaient interdites, des images de Saint Nicolas auraient survécu à cette période. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo plus approfondie sur l'iconoclasme. Avec l'histoire des 3 enfants ressuscités, Saint Nicolas, ça va devenir une sorte de figure amie des enfants, qui est un symbole de générosité, de bienveillance. Et à partir du XIIe siècle, dans l'Europe centrale, on va commencer à distribuer des friandises aux enfants qui se sont bien comportés pendant l'année, le jour de la Saint-Nicolas, c'est-à-dire le 6 décembre. On le représente comme un évêque avec une mitre, une crosse, une longue barbe blanche et un âne. Et donc il vient pour donner des friandises aux enfants qui ont été sages. Alors que il se balade toujours avec le père Fouettard qui lui vient punir les enfants qui n'ont pas été sages, qui est un peu son antagoniste puisque lui au contraire il a une barbe noire, il a des cheveux hirsutes, il fait très peur aux enfants. Il les punit en leur donnant du charbon. Et il se promène avec un sac en toile de jute qui menace d'enfermer les enfants dedans et de les emporter. Le personnage du père Fouettard, c'est un peu difficile de savoir d'où il vient parce que ça dépend vraiment des régions. Donc parfois c'est inspiré de personnages réels, parfois c'est inspiré d'événements historiques, parfois c'est beaucoup plus lointain et imaginaire, comme par exemple dans les pays germaniques où là il prend le nom de Krampus. Et il a une allure vraiment diabolique. Krampus, c'est une figure fantastique qui a notamment inspiré l'art contemporain. Il y a un roman en 2012 qui a été écrit par Gérard Brom et qui s'appelle Krampus. Et je vous laisse admirer la couverture, vous pourrez voir un petit peu comment ce personnage est perçu, voilà, de façon diabolique, comme je vous disais. Je peux aussi vous montrer l'affiche du film Krampus qui est sorti en 2015 et où vous voyez un personnage tout aussi terrifiant. Pour en revenir à Saint Nicolas, qui est le personnage central de ce mythe, donc c'est une tradition qui a eu beaucoup de succès, qui a perduré au fil des siècles, notamment en Europe centrale, en Europe du Nord. Et en fait, quand est arrivé le protestantisme, ce nouveau culte a voulu interdire le culte des saints. Et les gens étaient quand même très attachés à la figure de Saint Nicolas, et donc en fait ils l'ont légèrement transformé pour en faire un personnage qui serait semi-laïque, on va dire, et ils l'ont appelé Sinterklaas.
Et je pense que vous voyez alors qu'on arrive à notre fameux Père Noël. Au XVIIe siècle, pour des raisons religieuses, beaucoup de Néerlandais ont fui leur pays et ont immigré dans ce qui allait devenir les États-Unis, mais pour l'instant c'est seulement l'Amérique. Et ils se sont installés notamment dans la future ville de New York et ont importé leur tradition de Sinterklaas. Et à New York, enfin ce qui sera New York, cette tradition a eu du succès. Et alors on a transformé le nom pour Santa Claus, qui est devenu un personnage vraiment sécularisé. Vous le savez sûrement, parmi les populations qui ont immigré vers l'Amérique, il y avait de nombreux Britanniques, et donc l'Empire britannique a revendiqué ce territoire. Il y a eu toute une guerre d'indépendance au XVIIIe siècle entre les Américains, en tout cas ces colons venus d'Europe en Amérique, et l'Empire britannique. Et pendant cette guerre d'indépendance, eh bien, Santa Claus est devenu un véritable symbole politique. En fait, Santa Claus, il était fêté en décembre, comme Noël, et en fait, la monarchie anglaise était très attachée à la religion, à Noël évidemment, et donc prendre le parti de représenter Santa Claus, qui est un personnage laïque, c'est s'opposer aussi à la monarchie anglaise par ses croyances. Et c'est au 19e siècle que le mythe du Père Noël va peu à peu se développer pour devenir ce qu'on connaît, puisqu'en 1809, Washington Irving va publier une histoire de New York qui va faire référence au personnage du Père Noël, ou de Santa Claus, qui reviendra tous les ans, il le promet, pour distribuer des cadeaux. Et puis ça continue, puisqu'en 1823, Clement Moore va publier un poème qui s'appelle La nuit avant Noël et qui décrit physiquement Santa Claus comme un personnage joyeux, avec des joues rouges, et donc l'éloigner progressivement de la représentation qu'on fait de Saint-Nicolas. Une des personnes les plus importantes dans la création de ce mythe, c'est le caricaturiste Thomas Nast, qui entre 1882 et 1886 a publié 33 dessins, 33 caricatures pour être plus précise, puisque c'est un caricaturiste, et il a vraiment fixé l'iconographie, la représentation du Père Noël. Au début, c'était encore assez politique, et puis peu à peu, ça le représentait dans des activités quotidiennes, et donc ça a vraiment fixé un personnage qui vit au pôle Nord, qui se déplace en traîneau, qui a un manteau à fourrure, qui a un bonnet. À la fin du 19e siècle, les premières cartes postales en couleur apparaissent. C'est, j'imagine, une révolution. Je n'y étais pas, mais j'imagine. Et alors, on colorise notre cher Père Noël, notre cher Santa Claus, qui prend un habit rouge. Dans les années 1930, c'est la marque Coca-Cola qui va reprendre cette image un petit peu stéréotypée avec tous les attributs du Père Noël pour en faire des publicités qui ont notamment été dessinées par Haddon Sundblom, parce qu'évidemment on veut plaire aux enfants et ça a un certain succès, donc ça va être très diffusé. En France, le Père Noël, il arrive lors de la Seconde Guerre mondiale par les Américains. Et c'est en 1946 que Tino Rossi va écrire la chanson Petit Papa Noël. Comme c'est une figure emblématique du monde occidental, de nombreux artistes contemporains s'en sont emparés et je voulais vous en présenter quelques-uns. On a Andy Warhol, que vous connaissez forcément, qui a proposé plusieurs œuvres sur le thème de Noël, et notamment un Santa Claus en 1981. On a aussi le peintre Chagall dans un tableau de 1954 intitulé Maternité avec Père Noël, qui oppose le monde laïque et le monde religieux. On a aussi Luzzati, qui est un artiste italien et qui va représenter le Babbo Natale, comme on dit en italien, dans un style plutôt enfantin et très coloré. Et puis on a aussi Banksy, que vous connaissez sûrement, qui est un artiste qui fait du street art engagé. En 2019, il a tagué un mur de Birmingham en reprenant le traîneau du Père Noël, mais à la place du Père Noël et de son traîneau, on voyait un sans-abri sur un banc. Il y a encore d'autres représentations du Père Noël plus ou moins proches du mythe, mais en tout cas c'est une figure très populaire qui inspire les artistes contemporains. Vous savez maintenant tout sur l'histoire du Père Noël, et vous ne pourrez plus dire que c'est Coca-Cola qui l'a inventé. Mais avant de vous laisser, je voulais parler d'une dernière histoire de Noël, histoire qu'on ait fait un petit peu le tour des grands mythes. Pour ça, je vais vous parler de la Befana, qui est célébrée en Italie. Alors la Befana, c'est une vieille femme qui a croisé les rois mages qui venaient rendre visite à Jésus peu de temps après sa naissance pour lui offrir des présents. Et les rois mages, ils ont demandé son hospitalité, mais elle a refusé. Et puis plus tard, elle s'en est voulu. Alors elle a fait un sac plein de friandises et elle est partie à leur recherche. Elle les a pas trouvées, mais à chaque maison, elle s'arrêtait pour distribuer des bonbons aux enfants
en espérant que l'un d'eux soit Jésus. Et la tradition dit que chaque année, cette vieille femme vient distribuer des bonbons aux enfants sages dans la nuit du 5 au 6 janvier, c'est-à-dire le jour de l'épiphanie. Elle est représentée comme une sorcière, très vieille, pas très belle, et sur son balai. À nouveau, c'est un mythe très populaire dont les artistes italiens contemporains se sont emparés. Alors moi, j'ai jamais fêté la Befana, donc je saurais pas exactement vous dire comment est-ce que les enfants perçoivent cette sorcière. Est-ce qu'ils en ont peur ou au contraire pas du tout parce qu'elle vient leur distribuer des friandises? Je sais pas, je veux bien que vous m'éclairiez si vous savez. Mais en tout cas, dans les représentations que j'ai trouvées, c'est toujours plutôt enfantin et humoristique, ça n'a pas du tout l'air de faire peur. Parmi ces représentations, on a celle de Emanuele Luzzati, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure pour le Père Noël, qui a aussi représenté la Befana dans le même style, coloré. On a aussi Sergio Tofano, qui a fait des BD qui représentent le personnage de la Befana d'un point de vue plutôt humoristique. Et j'ai vu qu'en 2018, il était sorti un film qui s'appelait La Befana Viene di Notte, qui était une comédie. Comme le Père Noël ou même comme Krampus, le Père Fouettard qu'on a vu avant, c'est un thème très populaire. J'ai l'impression que la Befana est vue de façon très positive. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo où on parlait de tradition et puis aussi un petit peu d'art parce qu'on est là pour ça sur cette chaîne. Moi j'ai toujours fêté le Père Noël, donc je ne sais pas comment ça se passe au quotidien pour un enfant du Grand Est ou d'une autre région du monde. Mais si vous avez une tradition dont j'ai pas parlé ou une tradition qui est un peu plus précise ou spécifique que ce que j'ai pu évoquer, ça m'intéresserait beaucoup que vous me disiez en commentaire comment ça se fait chez vous. Si ce genre de vidéo, on parle d'histoire, on parle d'art, ça vous intéresse, et ben je vous invite à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier.